Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, atelier de validation du rapport bilan des progrès réalisés. Et enfin, dans l'actualité internationale, frappe israélienne meurtrière optimiste de l'envoyé américain Conto pour parler de cessez-le-feu à Gaza. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une dans l'actualité, la salle de conférence de la Bibliothèque et Archives nationales a abrité une formation en développement personnel réunissant plus de 300 jeunes venus de différents horizons. Cette session animée avec dynamisme et expertise par Mme Nasteho Ahmed Samire, youtubeuse et influenceuse reconnue dans le domaine du développement personnel, a clôturé la série de formations qui a eu lieu dans plusieurs CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. Rappelons que les échanges des mentoring ont porté sur la connaissance de soi, la confiance en soi, les outils pratiques pour favoriser l'épanouissement personnel et professionnel. À la fin de la matinée, son Excellence Dr Iboumoumine Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a reçu dans son cabinet Mme Nasteho Ahmed Samire. Cette rencontre a été l'occasion de saluer l'ensemble des formations effectuées et l'engagement de la jeune animatrice en faveur de la jeunesse djiboutienne visant à renforcer les activités inclusives et de proximité dans le cadre des programmes de formation et d'autonomisation des jeunes. Eh bien, sur place, notre équipe sur place a recueilli quelques réactions après que la salle de conférence de la Bibliothèque des Archives nationales a abrité la formation. Alors mon nom est Nasteho Ahmed Samire. Aujourd'hui, c'était un grand honneur pour moi de venir faire la clôture de la conférence pour la formation qu'on a tenue dans tous les CDC à Djibouti. C'était un honneur et un privilège pour moi d'avoir directement eu accès à la jeunesse djiboutienne et puis d'avoir fait une formation directement avec eux. Je tiens également à remercier d'abord le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir faire ce travail, qui est un travail qui va certainement marquer toute ma vie, Inch'Allah. Puis aujourd'hui, c'était à la clôture, la conférence s'est très bien passée. Il y a eu un très grand effectif de jeunes qui sont venus participer à la formation. Puis j'espère que c'est seulement le début d'une grande aventure. Jazakallahu khairan. Et je vous le disais dans le titre, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, tout son acronyme, a organisé aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale un atelier de validation du rapport bilan des progrès réalisés par les institutions et les agences nationales. Était présidé par le conseiller principal du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Idriss Farah. Cet atelier a vu la participation du président coordinateur national du MAEP, Hamid Mohamed Aden, de la secrétaire nationale du MAEP, Amina Ahmed Younis, les points focaux des institutions et agences nationales et les commissaires thématiques des axes d'intervention du MAEP. La rencontre de ce matin avait pour objectif de mener à terme ce rapport des progrès couvrant la période 2025 à 2024. Ce rapport bilan est le fruit d'un travail intense des experts nationaux avec l'appui des points focaux de collaboration des personnes ressources lors des rencontres sur le terrain. Il était aboutissant d'un processus entamé après le lancement en novembre 2024 de l'atelier de formation et de sensibilisation des parties prenantes au programme national d'action PNA de ces mécanismes. À travers une approche méthodologique combinant à la fois les rencontres de terrain et la recherche documentaire, les experts thématiques ont mis à profit des informations et des données récoltées. Ce travail leur a permis de faire une analyse approfondie des actions prioritaires. Écoutons un extrait de l'intervention du président coordinateur national du MAEP, M. Hamid Mohamed Aden. Et Djibouti aussi avait, dans le prolongement de cette revue externe, avait demandé une étude ciblée sur la décentralisation budgétaire ciblée. Ce rapport ciblé concernant la décentralisation budgétaire va pouvoir également se faire dans le courant du dernier trimestre de l'année 2025. Un autre contexte qui arrive à point nommé, c'est la synergie qui est recherchée, en tout cas, avec le plan national de développement. Aujourd'hui, cet événement également intervient à un moment important de notre cycle du MAEP, parce que le plan national d'action doit intégrer le plan national de développement au niveau national,
mais aussi les actions prioritaires vont être déclinées au niveau sectoriel. Et pour ce qui nous concerne, une fois ce travail donc finalisé, on espère que ce rapport, la synthèse de ce rapport, va pouvoir être partagée avec les pays membres du MAEP. Lorsqu'on dit partage, le partage s'est fait donc au plus haut niveau, au niveau du forum, mais aussi au niveau de rencontres que tiennent les conseils nationaux de gouvernance au niveau des pays membres. Eh bien, voici les propos du conseiller principal du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Idriss Al-Farah. Depuis son adhésion au mécanisme du MAEP en 2007, notre pays, la République de Djibouti, a beaucoup amélioré sa trajectoire en matière de promotion et de bonne gouvernance, de démocratie et de croissance économique. Et bien entendu de transformation socio-économique, pour ne citer que celle-ci. Toutefois, les défis de gouvernance sont importants et amènent le pays à poursuivre les réformes engagées pour faire avancer la bonne gouvernance et répondre notamment aux défis importants dans les domaines du changement climatique et de la sécheresse. Ces deux éléments, nous en parlons actuellement avec la sécheresse qui sévit dans notre pays. Ces deux éléments sont des phénomènes récurrents, comme vous le savez, dans notre pays. Mesdames et messieurs, les échanges dynamiques avec les points focaux et les personnes ressources ont permis d'affiner et de compléter certaines questions ou sujets qui nécessiteraient des explications complémentaires. Il s'agit là d'un effort collectif pour lequel je tiens à vous exprimer mes félicitations pour votre esprit d'équipe, votre sens de responsabilité ainsi que votre disponibilité tout au long de l'achèvement de ce rapport des progrès. Mesdames et messieurs, la finalisation de ce rapport marque une étape importante des engagements de Djibouti vis-à-vis du secrétariat continental du MAEP, qui encourage les pays membres à produire les rapports d'étape de manière régulière à l'issue de la mise en œuvre des programmes nationaux de gouvernance. À l'issue de l'atelier, nous avons pris quelques réactions des points focaux des institutions et agences nationales présents. On l'écoute. Je m'appelle Arafo Mohamed du ministère de la Femme et de la Famille. Aujourd'hui, en tant que représentante du ministère de la Femme et de la Famille, je participais à un atelier de consolidation du plan national d'action dans le cadre du mécanisme du MAEP. Cet atelier marque une étape importante pour faire le point sur le progrès réalisé en matière de la bonne gouvernance, y compris sur la question d'égalité du genre, grâce à un travail de fond mené avec les membres du bureau du MAEP et les consultants nationaux. C'est aussi une opportunité pour notre ministère de renforcer la prise en compte de la promotion et la protection des droits des femmes et de l'enfance dans la politique publique et de formuler des recommandations pour les prochaines étapes. Je m'appelle Ibrahim Mohamed Amadou. Je suis commissaire à la Commission nationale du MAEP. Aujourd'hui, on est présent ici pour l'atelier de validation des rapports des progrès. Qui relatent en fait toutes les actions entreprises par la République de Djibouti pour se conformer, pour mettre en œuvre les engagements pris au titre du MAEP. D'accord ? Donc cet atelier clôture le travail qu'on a commencé en novembre 2024 à travers un atelier de lancement. Et donc aujourd'hui, j'ai présenté toutes les actions entreprises par la République de Djibouti pour favoriser ce qu'on appelle la démocratie et la bonne gouvernance. Je vous emmène dans le nord du pays où le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat et la Chambre de commerce de Djibouti, ont organisé hier la première étape de la caravane de sensibilisation de la facilité d'investissement dans la région Tadjoura. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Drive Reduction des risques, inclusion et valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Cette initiative vise à informer les communautés locales, les acteurs économiques régionaux sur les opportunités d'investissement offertes, en particulier dans la chaîne de l'élevage. Cette réunion a été présidée par le préfet de la région Tadjoura et le vice-président du conseil régional de Tadjoura.
L'objectif général de la caravane est d'informer, de mobiliser les acteurs régionaux autour de la facilité d'investissement mise en place dans le cadre du projet DRIVE afin de garantir son appropriation locale et de maximiser l'impact des investissements prévus. Les objectifs spécifiques incluant la présentation des grandes lignes et la vision stratégique du projet DRIVE, les explications en détail des modalités de fonctionnement de la facilité d'investissement, à savoir critères d'éligibilité, procédures et avantages. Le fait de susciter légalement l'intérêt des éleveurs et entrepreneurs locaux. Au cours de la réunion de sensibilisation, l'équipe de coordination a présenté l'objectif du projet DRIVE, mettant en lumière son ambition à renforcer la résilience des économies pastorales et de valoriser les chaînes de valeur de l'élevage. Proposer leur projet, ils vont bénéficier d'un appui technique pour la mise en œuvre pour rendre bancable leur projet. Et puis, si le projet est accepté, ils vont bénéficier d'une aide pour le remboursement des montants de l'ordre de 35 à 45%. On reste toujours dans le nord du pays où le lancement officiel de l'atelier de consultation régionale dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale marquant la première étape dans la région du Nord s'est tenu à Obok, en présence du préfet de la région d'Obok, Moussa Adel Migani, du préfet, du président du conseil régional Mohamed Ahmed, des représentants du ministère de l'Intérieur, rappelant que le directeur du CTUD, des représentants du PNUD, des représentants des ministères sectoriels déconcentrés, la société civile, le local et les chefs communautaires ainsi que les femmes et les jeunes. Cet événement s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le ministère de l'Intérieur en cohérence avec la vision 2035 du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, organisée en partenariat avec le CTID et le PNUD. La tenue de cette consultation à Obok révèle une forte symbolique et une portée symbolique. Elle illustre la volonté d'ancrer la réflexion stratégique dans les réalités locales, d'associer l'ensemble des acteurs régionaux, jeunesse, société civile, autorités locales, leaders communautaires, la co-construction d'un avenir commun fondé sur la solidarité, la justice sociale et l'inclusion. Pour plus de détails, écoutons le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Adel Migani. Un grand plaisir et un profond sentiment d'honneur que je vous souhaite la bienvenue à Obok à l'occasion de cet atelier de consultation régionale, la première dans la région du Nord, et étape importante dans l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma gratitude au ministère de l'Intérieur pour avoir lancé ces dynamiques participatives à l'échelle nationale en droite ligne avec la vision 2035. Porté par son Excellence le Président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. La tenue de cet atelier à Obok, la région historique, revêt une symbolique forte. Elle traduit aussi une volonté claire, ancrer la réflexion nationale dans les réalités locales et faire participer toutes les forces vives de notre région à la construction d'un avenir commun, fondé sur la solidarité, la justice sociale et la paix. Notre région, riche de son histoire et de ses valeurs de solidarité, se trouve au cœur des enjeux de cohésion sociale. Les défis sont nombreux. Emploi des jeunes, accès équitable aux services de base, lutte contre les vulnérabilités, maintien de la cohésion sociale et la paix dans un contexte frontalier complexe. Mais les ressources humaines et sociales d'Obok sont tout aussi nombreuses. Une jeunesse mobilisée, une société civile active, un fort attachement à l'unité nationale. Durant ces 2 jours d'échange, nous attendons de vous une participation franche, ouverte et constructive. Vos contributions sont essentielles pour faire émerger des propositions concrètes, adaptées aux réalités du terrain et enrichir une stratégie nationale crédible et durable. Je vous encourage donc à vous approprier pleinement ces démarches inclusives, car c'est en conjuguant nos forces, par le dialogue, l'écoute mutuelle et la co-construction que nous pourrons jeter les bases solides d'une cohésion sociale renforcée à l'échelle de notre pays. Au nom des autorités locales, je tiens à réaffirmer notre pleine disponibilité et notre engagement total à accompagner ce processus dans le respect des valeurs républicaines, de l'unité nationale et de l'intérêt général. Je déclare donc officiellement ouvert l'atelier de consultation régionale
sur la cohésion sociale dans la région d'Obok. Et ce fait divers où les enquêteurs de la section de recherche et de documentation ont mis fin à la traque d'un individu impliqué dans une affaire de torture et actes de barbarie, accompagnés de viols. Des faits extrêmement graves ayant eu lieu dans la nuit de jeudi 10 juillet entre 1h du matin à 4h du matin. La victime, actuellement hospitalisée au CHU, présentait des blessures graves et multiples, témoignant d'un niveau de violence particulièrement choquant. Grâce à une traque lancée à l'échelle nationale, les gendarmes ont pu localiser et appréhender la mise en cause alors qu'il tentait de quitter le pays. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits, affirmant avoir agi en réaction au refus de la victime d'accéder à une demande de nature intime. Il n'existe aucun lien familial ou conjugal entre la victime et l'agresseur, témoignant encore une fois de la dangerosité du profil. À l'issue de l'enquête effectuée, la mise en cause a été déférée devant le procureur de la République avant d'être écrouée à la prison civile de Gabon par la juge d'instruction. Conformément au code pénal djiboutien, l'auteur présumé des faits risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Écoutons-le. Ce jeudi 10 juillet 2025 à 16h, une femme d'une trentaine d'années présentant des traces de violence extrême fut évacuée au CHU de Chéreau. Vu la gravité des sévices qui lui ont été infligés, le médecin informe immédiatement la gendarmerie, provoquant ainsi le déploiement d'une équipe d'enquêteurs de la section de recherche et de documentation. Le premier élément de l'enquête, notamment l'exploitation des traces et indices recueillis sur la scène du crime, oriente rapidement les soupçons vers l'auteur de fait, un individu défavorablement connu de nos services et n'ayant aucune relation conjugale ou familiale avec la victime. La traque, qui a été rapidement élargie à l'échelle nationale, permet de localiser les suspects qui a été interpellé et placé en garde à vue ce samedi à 6h00 du matin. Le récit qu'il livre aux enquêteurs est alors glaçant. L'auteur présumé admet avoir séquestré la victime à partir de 1h du matin, en réaction au refus de cette dernière d'accepter une demande forcée à caractère intime. Il l'a ligotée dans sa maisonnette avant de lui administrer plusieurs coups de marteau sur l'ensemble du corps, occasionnant des fractures aux membres inférieurs et supérieurs, ainsi que plusieurs plaies ouvertes sur le visage et les bras. Ne s'arrêtant pas là, il a également infligé plusieurs morsures à la victime, entraînant l'ablation d'une partie sensible du corps. Le sévice en dirait jusqu'à 4h du matin. Profitant d'un moment d'inattention de son bourreau, la victime parvient à se défaire de ses liens et à s'échapper, mais perd connaissance à environ 100 mètres du lieu du crime. Elle ne sera retrouvée que dans l'après-midi à 16h, soit après plus de 12 heures d'attente. Elle sera immédiatement évacuée au CHU pour une prise en charge médicale urgente. Malgré l'extrême violence subie, la victime est actuellement prise en charge au CHU où elle commence à récupérer petit à petit. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Quant à l'auteur de fait, il a été déféré devant le procureur de la République pour le chef de torture et actes de barbarie accompagnés de viols. Après l'ouverture d'une information judiciaire, il a été écroué à la prison civile de Gabon. Autre actualité nationale, l'association CELUD a marqué les esprits en organisant avec brio l'ouverture officielle du championnat d'été, un événement festif et sportif qui a rassemblé la jeunesse autour des valeurs de fraternité, de compétition saine et de dynamisme communautaire. Au programme, des matchs palpitants, une ambiance conviviale et une belle mobilisation des équipes locales, des bénévoles et du public. Ce championnat d'été s'annonce déjà comme un véritable temps fort de la saison sportive. Parfait pour mettre en valeur le match entre l'équipe Quartier 6 et l'équipe Dolto lors du championnat d'été organisé par CELUD. Rappelons que le championnat d'été a démarré en beauté avec une rencontre très attendue entre l'équipe de Quartier 6 et l'équipe Dolto. Dès le coup de sifflet, les deux formations ont montré une détermination sans faille, offrant un public un spectacle digne des grandes compétitions. Moment fort des actions rapides et techniques, une défense solide Dolto et une attaque percutante chez les Quartier 6. Les supporters en feu, les champions d'été de CELUD, marche d'ouverture, remise des récompenses officielles, une cérémonie sportive citoyenne marquée par la présence d'autorités locales. Le championnat d'été organisé par l'association CELUD a démarré en grande pompe avec un match d'ouverture spectaculaire entre l'équipe de Quartier et l'équipe de Tours après un score serré de partout. C'est finalement Dolto qui l'emporte au tir au but, à savoir 3-1 au terme d'un match palpitant.
ainsi qu'à la Direction générale de la police, mais aussi notre partenaire médical, les CHI, ainsi que les maires de la ville de Djibouti qui nous a apporté aussi son soutien et son concours à la réalisation de la 5e édition du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune. On reste toujours dans le domaine sportif où la localité de Omar Djaga, communément appelée le village des Chamelles, est située sur le corridor sud après Arta, a abrité également le lancement régional du tournoi d'été 2025 organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports par l'association ADCRA. La délégation du secrétariat d'État au sport, conduite par le directeur des régions, Omar Hassan, accompagné de son staff technique, a achevé sa tournée des 5 régions de l'intérieur par cette étape symbolique à Omar Djaga. Ce passage marque la fin officielle des lancements régionaux de cette campagne estivale et sportive. Rappelons que le match d'ouverture a opposé 2 équipes locales, celle de Omar Djaga, celle de l'Aïta, dans une ambiance de derby villageois très animée. Le coup d'envoi a été donné par le directeur de région. Au terme d'une rencontre disputée, c'est l'équipe de l'Aïta qui s'est imposée à travers ce tournoi. Et dans l'actualité internationale, frappe israélienne meurtrière sur Gaza qui font environ 100 morts côté palestinien. Avec les dernières avancées positives des négociations à Doha, des sources médicales ont annoncé mardi la mort d'environ 100 Palestiniens à la suite des frappes israéliennes continues sur Gaza. Le bilan des morts avait augmenté progressivement au cours des dernières heures, passant de 32 à 88 pour dépasser la barre des 100 morts. Les bombardements israéliens ont visé le nord de la bande de Gaza, où 15 morts ont été enregistrés selon des rapports intérieurs. Et au Maroc, dans les oasis reculées du Maroc, les agriculteurs redoublent d'efforts et d'ingéniosité pour lutter contre la désertification en optimisant l'usage de l'eau. Ces îlots de fertilité au cœur du désert, autrefois menacés, deviennent aujourd'hui des exemples de résilience face au changement climatique. Avec l'appui des écologistes, les agriculteurs se tournent vers des pratiques plus durables, réduction des cultures gourmandes en eau comme la pastèque, développement de cultures traditionnelles adaptées telles que la date, les olives, les céréales et la luzerne. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.